Donc on va pouvoir passer à la table ronde de conclusion sur la place, comment faire pour que les cultures bretonnes et galloises survivent dans la globalisation. Bienvenue Charles. Bien, chers amis, donc bienvenue à vous, bienvenue à Bernès Rouge, que vous connaissez, qui a été président du Conseil culturel de Bretagne. Donc on a participé à un assez long échange, l'échange était moyennement long, mais une assez longue intervention de Léna sur la langue bretonne. On va passer à autre chose évidemment, mais c'est quand même dans ce monde, il y a un mot qui fait toujours peur. Il faudrait savoir s'il a des raisons de faire peur, si on peut s'en accommoder. C'est le mot de la globalisation, au sens mondialisation, au sens nivellement des choses. Et est-ce qu'au sein de cette globalisation, eh bien, on arrive à tirer son épingle du jeu plus facilement ou plus difficilement qu'avant, à l'époque un peu où les États-nations étaient ce qu'elles étaient. Donc Bernès, peut-être tu peux commencer. Si tu veux. Bonsoir à tous, Demat dans Nol, une chance donc rescuis, Roas Gantou d'Apezo Beclevet, mon la glace BABR. Donc je vais essayer d'être relativement court. Donc je suis président du Conseil culturel de Bretagne. Donc c'est une instance créée pour conseiller les élus de la région Bretagne sur tous les domaines qui concernent la culture, qui concernent l'identité de la Bretagne. Donc nous avons 70 représentants de tous les secteurs de la culture en Bretagne, et pas seulement strictement la culture bretonne, mais aussi tout ce qui concerne les langues de Bretagne, et donc nous avons aussi des représentants de ces domaines. Donc l'affaire de l'internationalisation, si vous voulez, de la culture bretonne est quelque chose sur lequel on réfléchit, et on a fait plusieurs vœux, plusieurs observations auprès du Conseil régional auprès de ça. En gros, ce qui se passe, c'est que le Conseil régional de Bretagne a noué des relations avec un certain nombre de pays dans le monde, et c'est très bien, bien évidemment. Donc c'est une fois en Chine, une fois à Madagascar, une fois en Pologne, etc., et une fois en Australie. Et nous avons fait une observation en disant, attention, il y a danger, vu le poids financier de la région Bretagne et ses véritables pouvoirs, de dispersion. Et on a vu d'un très très bon œil ce rapprochement donc, qui est nouveau, cette revitalisation des relations avec le Pays de Galles, parce qu'on a voté un vœu dans ce sens en disant si on doit travailler à l'international, je parle toujours au niveau de la culture, enfonçons le clou des relations avec le Pays de Galles, c'est-à-dire que là on a déjà un terrain favorable, on a déjà un certain nombre de choses qui se font, c'est des liens qu'il faut tisser plus fort. Et donc en travaillant avec le Pays de Galles, puisqu'on a une communauté de culture, on a une communauté d'intérêt, c'est de dire on fera du nouveau, en travaillant comme ça sur deux domaines, dans deux pays différents qui se comprennent très bien, qui ont des intérêts communs. Le Pays de Galles ayant l'intérêt pour nous, j'allais dire, c'est la porte d'entrée dans le monde anglophone. Nous, pour eux, c'est la porte d'entrée dans le monde, j'allais dire, de l'Europe continentale, de l'Europe latine, et on a besoin l'un de l'autre pour exister, surtout dans le contexte du Brexit. Et donc, on s'est dit que s'il y avait un conseil, puisque c'est notre rôle à donner aux élus régionaux, c'est de ne pas disperser ces cartes un peu partout, mais c'est de renforcer ces liens avec le Pays de Galles. Et si on arrive à faire un duo Pays de Galles-Bretagne qui se présente comme ça, y compris à l'international, je pense qu'on aura 2 fois plus de force que maintenant. Très bien, oui, ça paraît évidemment très intéressant. C'est vraiment une rénovation même des liens qui sont tissés avec le Pays de Galles à travers l'interceltique, parce que ces liens existent depuis longtemps, mais on sent que maintenant il y a une volonté affichée, différente, plus forte depuis quelque temps qu'auparavant. Le problème qui se pose quand même malgré tout, c'est qu'on se connaît la globalisation, il y a tous ces termes d'industrialisation, il y a ces termes d'échanges commerciaux, il y a ces termes de marché unifié de l'argent, il y a beaucoup de concepts qui sont dans l'expression de la globalisation, et que la Bretagne ne bénéficie pas de structures et de pouvoirs économiques aussi puissants que dont dispose le Pays de Galles. Donc de ce point de vue-là,
la Bretagne a de fortes chances d'être plus en attente d'une contribution et d'une aide galloise que le contraire. Est-ce que je me trompe ou est-ce que notre collaboration future doit surtout s'inscrire, et d'abord, dans le domaine culturel? Donc, je vous pose la question encore à vous, et je vous pose la question après à vous. C'est peut-être ma collègue galloise qui va répondre. Pour moi, je pense que c'est la coopération avec la Bretagne doit se faire sur tous les aspects. J'ai bien aimé que le monsieur a parlé tout à l'heure de la coopération des sapeurs-pompiers, pourquoi pas? Oui. Vous voyez, là maintenant, au niveau culturel, il y a une coopération qui est vraiment en fait, assez importante. Pour Lorient, on est plus que 200 ici, je pense que c'est déjà énorme. Il y a eu au mois de janvier, justement, il y a beaucoup de gens ici qui étaient. Il y avait le partenariat qui est entre l'orchestre symphonique de la Bretagne et notre BBC National Orchestra of Wales, qui commence vraiment à travailler ensemble. Et après, il y a eu, au mois de mai, il y a eu la conférence des médias celtes. Il y a eu une délégation de la Bretagne qui sont allés au Pays de Galles pour la première fois. Donc, et ça, c'est vraiment très sympathique. Et la chaîne dont parlait Aline tout à l'heure, elle aussi a acheté une production bretonne. Et là, ils commencent à travailler ensemble sur les coproductions. Donc, vous voyez, c'est vraiment sur beaucoup de thèmes. Et évidemment, il y a tous les domaines économiques. Le Premier ministre a parlé de la cybersécurité. Il y a une délégation galloise qui va venir ici au mois de novembre, importante d'industriels qui travaillent dans ce secteur. Marine Energy, notre cluster commence à travailler avec Bretagne Ocean Power. Donc vous voyez, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, il faut le faire d'une manière très profonde, très sérieuse, et c'est ça notre intention. Voilà. Oui, pour compléter, j'ai l'impression que cette politique des petits pas qui est mise en place là est en train de prendre de l'ampleur. Et je pense qu'il faut commencer comme ça, de ne pas faire des grands programmes qu'on n'arrive pas à faire, mais véritablement de faire des projets précis. Et je trouve que s'il y a un bel exemple à faire en les relations internationales de la Bretagne, donc qui sont nées du terrain et des initiatives, c'est ce qui mon voisin de droite va vous en parler, c'est les relations entre la Bretagne et les États-Unis d'Amérique, donc Braze America. Et c'est quelque chose qui se fait depuis plusieurs années. Et le fait d'enfoncer toujours le même clou dans le même sens et d'aller, ça porte. Et je crois, Charles, que tu as une belle expérience à nous présenter là-dessus. Demat, hello. On m'a récemment dit que les pommes ne tombent pas très loin des arbres. Et si on connaît un peu le centre-Bretagne, on sait qu'il y a eu des grands vents dans les années 50 et 60, et ces vents-là nous poussaient beaucoup à la grande pomme. Et moi, je suis né là-bas, et je pense que mon opinion, mon idée de la Bretagne et de la culture bretonne est plus formée avec les rues de New York que l'éducation nationale française, qui me permet d'avoir une vision un peu différente et mon souhait de faire bouger les lignes et les choses qui sont importantes. Et en fait, une des choses que j'ai appris, parce que j'ai grandi à New York, je venais en été en Bretagne, j'ai passé du temps à apprendre sur cette culture qui était la mienne, mais qui était loin. La chose où les Bretons, pourquoi on est extraordinaire, pourquoi on est unique dans le monde, c'est très simplement, c'est une chose qu'on fait que les autres ne font pas. Il n'y a personne dans le monde qui est capable de parler le breton. On est les seuls. Et en fait, quand je dis ça, les gens rigolent très souvent. Mais moi, je rigole pas quand je dis ça, parce que c'est juste quelque chose unique, mais aussi quelque chose qui nous unit. Pas moins que la semaine dernière, j'ai lu qu'il y a 6000 langues qui sont en danger pour 2050. Elles vont plus être là. Et peut-être c'est le cas du breton aussi. Et la réalité, c'est qu'on a beaucoup en commun avec les autres gens, parce qu'on a une langue, parce qu'on a une unique, parce que cette langue est en danger, cette culture est en danger. J'ai grandi à New York, il y a 135 langues parlées dans les écoles primaires new-yorkais au quotidien. Dans les rues de New York, il y a 700 langues parlées. Moi, j'ai un lien avec tous ces gens-là parce que j'ai une langue unique. Et très important d'essayer de trouver des moyens de faire des liens avec les gens, avec les pays, grâce à ça. Parce qu'ils sont extrêmement réceptifs, ils ont les mêmes problèmes que nous. Il faut qu'on commence à discuter plus avec eux, trouver des moyens de travailler ensemble, échanger les bonnes idées. Nous, d'une manière très simple, associative, avec que des bénévoles,
on a dit, on va faire des choses un peu fous, on va prendre des musiciens américains, des musiciens bretons, on va les mettre ensemble. Et au début, les gens, pareil, rigolaient un peu. Je suis très fier de dire, après 3 ans de cela, le Braise America Collectif a joué sur la scène de Bretagne hier soir avec 2 musiciens de San Francisco. Des musiciens de San Francisco qui sont là, qui ne posent pas la question vous avez des crêpes au beurre salé, des choses comme ça. Ils demandent vous avez une langue, où est-ce que je peux écouter cela? À nous de savoir qu'est-ce qui est important. Et la langue bretonne est plus importante que les crêpes et les bols avec un nom dessus. Mais mon cher, bravo, quelle intervention, Braise America, c'est vraiment Braise America, hein. Je reconnais bien là. Mais je voulais intervenir sur le point suivant. Tu dis que la langue bretonne est une langue qui est menacée et qui pourrait effectivement être appelée à disparaître, même si beaucoup de gens œuvrent à la maintenir. Mais au-delà de la langue bretonne, est-ce que la Bretagne elle-même n'est pas en danger quand on voit, par exemple, sur les réseaux sociaux en particulier, des gens qui confondent complètement des situations géographiques, des situations historiques, des situations linguistiques? Pas plus tard hier, je voyais sur Twitter une magnifique photo de Quiberon au coucher de soleil, et en légende du texte, écrit en langue anglaise, photo magnifique du nord-ouest de la France, à Quiberon. Je veux dire que ça fait quand même très mal quand on voit ça. On se dit, la Vigie Bretagne, Vigie Braise, elle doit être sur tous les fronts. Et ça, c'en est un exemple, par exemple. Aussi, je crois. Autre question que je voulais poser, qui concerne toujours l'avenir à la fois de la langue bretonne, et qui va vous intéresser, Bernès, de ce point de vue-là, et de la Bretagne. On voit actuellement des regroupements de communes qui sont imposés par des évolutions géographiques, historiques, pas historiques d'ailleurs, parfois pour le bien de 2 communautés un peu en déficit. Et alors on verrait, je dis un peu n'importe quoi comme exemple, mais je sais pas, Port-Navalo pour Port-Navalo, mettons, qui serait associé, ça n'a rien à voir, c'est un loire Atlantique avec Mesquer, et qui deviendrait station des bains sympas en Bretagne, le nom breton disparaissant complètement au profit d'une appellation artificielle créée par des petits élus locaux qui ont honte en fait de pérenniser la langue bretonne dans leur commune. Est-ce que ce n'est pas un danger important? Est-ce que le Conseil culturel de Bretagne, sur un point comme celui-là, ou la région de Bretagne, sur un autre point, où des élus bretons ne pourraient pas être des garde-fous? Oui, tout à fait. Je crois qu'on a pris position là-dessus, tout comme on a alerté le président du conseil régional qui a également pris position là-dessus, parce qu'il y a un véritable danger. Et je préférais que ce soit Paul Molac qui intervienne là-dessus, parce qu'il est, lui, en tant que député de sa circonscription, il est en relation avec tous les maires de la circonscription, et il sait très bien comment résonnent les élus locaux, et pourquoi on a ce phénomène-là qui arrive maintenant. Oui, c'est un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, entre la honte et le déni de soi. Mais alors, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais posé un certain nombre d'amendements dans la loi NOTRe et dans d'autres lois, de façon à ce que je mette le point un peu là-dessus. Et du coup, ils ont un peu changé le règlement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus appeler une commune avec n'importe quel nom. Donc le préfet, j'aurais pas fait que ce soit les élus, mais on est en France, hein. Donc c'est le préfet. Et le préfet, en fait, a son mot à dire sur les noms qui peuvent être choisis, parce qu'on a un bel exemple. Ces 2 communes, c'est Plémet et La Ferrière. Et donc, ils se sont appelés les Moulins. Alors bon, les moulins, je veux dire, en Bretagne, chaque fois qu'il y a une hauteur, de toute façon, il y avait des moulins à vent, et puis dans le fond, il y avait un moulin à eau. Donc, les habitants ont dit, non, c'est des conneries, tout ça, nous, on veut s'appeler Plémet. Donc, alors là, le problème, c'est que comme ils ont fait une commune nouvelle, ils avaient le droit de choisir, personne ne leur disait rien. Maintenant, il y a le préfet qui leur dira, c'est peut-être pas une bonne idée. Et qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Maintenant qu'ils sont une commune, ils sont obligés de passer au Conseil d'État, etc. Enfin, avec une procédure très longue. Donc moi, j'avais proposé dans les amendements, en gros, que ce soit la région Bretagne, et je pensais à l'Office de la langue bretonne qui aurait pu expliquer un peu aux maires que bon, on ne va pas nommer n'importe quoi, n'importe comment, puisque les moulins, il n'y a rien de plus banal en Bretagne. Voilà. Alors,
Voilà, juste là-dessus. Alors ça avance un peu, et je crois que même chez les élus locaux, ça a fini par laisser des traces, parce que bon, ils se disent, ouais, il faut qu'on fasse attention quand même. Donc, les doigts de pied en éventail, ou parce que je pense aux communes balnéaires, quand toujours... Ouais. Mais on est un pays bizarre, hein, parce que... Enfin, quand je pense à la France, évidemment. Et quand on voit que la région Provence, ils ont décidé d'appeler région Sud, enfin, je sais pas, mais c'est au nord de la Catalogne et du Languedoc, hein, enfin, et au nord aussi de la Riviera italienne. Enfin bon, c'est complètement stupide, quoi. Je veux dire, ils ont un nom identifié, Provence, et ils l'appellent Sud, région Sud. On est toujours au sud ou au nord de quelqu'un. Alors les Hauts-de-France, c'est pareil, j'avais dit, on aurait pu l'appeler le pas de la Belgique, hein, ça n'aurait pas été plus mal non plus. Je voulais rebondir sur cette affaire de non-lieu, parce qu'elle n'est pas anecdotique du tout. Et j'ai été interpellé justement par un professeur de fac de Belfast qui s'est ému que la commune de Bieuzy-les-Eaux, c'est dans le Morbihan ici, risquait de perdre son nom, alors que Saint-Bieuzy est un vieux saint celtique, etc., enfin, qui sont dans la lignée des gens du Pays de Galles. Et effectivement, avec nos amis du Pays de Galles, on a peut-être attention à faire ça, parce qu'il y a des noms historiques venant du Pays de Galles qui sont venus s'installer ici, et qu'on a, on a les Changochiennes, etc., Landello et compagnie, ça risque de disparaître comme ça brusquement, avec une folie d'élu, j'allais dire. Hein. Et donc là aussi, on a se serrer les coudes presque pour te dire que c'est notre patrimoine commun, et qui n'est pas un patrimoine breton, c'est un patrimoine celtique, et donc un patrimoine de l'humanité. Donc il y a un truc qu'on appelle Saint-Cado, c'est A-D-E-A-U, quoi. Tant qu'à faire, hein, ça pourrait. Hein. Saint-Cado, quand même, qui était un moine gallois. Bien, une question encore pour notre ami du Pays de Galles, évidemment, toujours par rapport à l'anti-globalisation, si j'ose dire, artistique ou culturelle. On voit que le festival cette année est dédié à Blobes Cambre, au Goerzu Barzet et au Mémoire Ontaduco, c'est-à-dire les mémoires des ancêtres, les mémoires des anciens, comme le Brogoz. Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer un jour, sur le plan artistique et culturel, sur le plan des téléséries, par exemple, quelque chose qui s'apparenterait à Game of Thrones, qui a été tourné dans le nord de l'Irlande. Nous, on dit plutôt nord de l'Irlande ici, plutôt que Irlande du Nord, d'ailleurs. Entre, par exemple, les légendes bretonnes, du roi Arthur, par exemple, et qui viennent du Pays de Galles, de Cornouailles, des coproductions artistiques. Bernès, c'est un secteur qui vous intéresse beaucoup, en plus, hein. Et vous aussi, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer sur le domaine artistique, une collaboration artistique et culturelle qui déboucherait sur un projet de télévision, donc de grande audience par rapport à l'histoire du Pays de Galles et de la Bretagne? Oui, enfin, juste pour ce que vous parlez tout à l'heure, c'est pour dire que quand il y a le président des États-Unis qui confond le fait que l'Irlande est un pays à part entière et qui pense que ça fait partie du Royaume-Uni, je pense que la vigilance s'impose. Donc là, oui, et là aussi juste pour ajouter qu'il y a un travail très sérieux qui est en train de se dérouler au Pays de Galles sur les lieux. Donc nous on travaille on travaille vraiment là-dessus actuellement pour répertorier et standardiser aussi les lieux. Donc je suis d'accord avec vous que c'est très important. Sur la question d'une émission de coproduction, pourquoi pas, vraiment. Oui, tout à fait. Là, juste peut-être je vais parler d'une émission galloise qui s'appelle, en gallois c'est Equech, en anglais c'est Hinterland, et ça a eu un succès mais phénoménal. Sur Netflix, là on est sur le 3e ou 4e série, ça a eu un soutien européen important. Et là, le fait que ça a été tourné en gallois, ça n'enlève pas à son succès, pas du tout. Je crois qu'au point de vue économique, c'est extrêmement important. On voit l'impact qu'a en Bretagne cette année, la diffusion vraiment de façon phénoménale en Allemagne d'un feuilleton policier qui s'appelle Commissaire Dupin,
et où l'inspecteur principal s'appelle Lagadec et compagnie, et tout a été filmé en Bretagne, ici dans les lieux les plus merveilleux de Bretagne. Et donc les Allemands sont venus massivement sur les lieux des tournages. Il y a un épisode il n'y a pas trop longtemps au Glénan par exemple, voir les Glénans avec le temps qu'il fait, je peux vous dire que comment les Antilles n'ont qu'à aller s'habiller, hein, c'est pas exactement pareil. Et je crois qu'il ne faut pas négliger là-dessus. Et moi je me rappelle aussi la réaction de ma fille quand on a vu le film de Miss Peregrine, qui se passe donc aux États-Unis et qui arrive dans une île du Pays de Galles. Et elle a tout de suite dit, il faut qu'on aille au Pays de Galles, on va y aller tout de suite, quoi. Et l'importance des lieux, le fait qu'il y ait des grandes productions, j'allais dire internationales et mondiales, qui se fassent ici, que les gens, on n'ait pas peur de les appeler Lagadec, et que voilà, c'est comme ça. Et les étrangers qui viennent tourner en Bretagne, eux, n'ont pas peur d'utiliser la langue bretonne dans leur tournage, alors que vous ne verrez jamais ça dans un film français. Jamais, jamais, jamais. Et même l'accent est gommé. Vous savez, un film qui se passe à Saint-Tropez, mis à part dans le temps avec Louis de Funès, là, c'est zéro accent. Et on sait très bien, moi qui ai travaillé dans les médias, c'était une des conditions pour travailler à Paris, à France Info, France Inter, France 3 et compagnie, c'était zéro accent. C'est-à-dire le petit journaliste de Toulouse qui parle comme ça, avec son joli accent du Sud, il n'a aucune chance de monter à Paris, parce qu'on ne peut pas entendre parler de ça. Et si vous avez remarqué, dans les années 60, on avait des commentateurs de rugby, Roger Coudert et compagnie, qui avaient un superbe accent, c'était très agréable d'entendre le rugby. Ça, c'est gommé actuellement. Et vous voyez, on a sur des choses comme ça, des choses importantes, parce que le fait que l'accent, même s'il n'y a que l'accent qui reste en télé, ça veut dire, voilà, il y a une différence. Et notre souci par rapport à la globalisation, c'est de garder notre différence, petite, moyenne, importante, mais que l'on puisse faire connaître cette différence, de faire chanter notre différence un peu sur tous les médias du monde, sur toutes les littératures, sur tous les journaux, et que ce ne soit pas, et ça, il faut faire très attention à ça, relégué comme aller à un particularisme, j'allais dire comme une tribu de Nouvelle-Guinée. C'est-à-dire, vous parlez gallois là, dans la montagne, oui, on va aller organiser des cartes touristes pour aller voir ça. Mais justement, Bernard, je te coupe, mais justement, c'est plus le cas pour le Pays de Galles, puisqu'ils ont réussi à inverser cette tendance. Tout à fait. Et je crois qu'ici, en Bretagne, on a la chance d'avoir un tourisme qui est relativement intelligent. Et on n'a pas des masses de gens qui s'agglomèrent sur les plages, parce qu'on en a plein de toute façon. Et c'est un peu la chance que des gens viennent pour des événements comme le Festival de Lorient, pour des événements comme le Festival de Quimper, etc. Et qu'ils ressortent de Bretagne, avoir vu une identité de la Bretagne. On souhaiterait qu'elle soit plus bretonnante, mais bon, ça c'est à nous de jouer aussi, et qu'on mette les moyens justement pour que les gens entendent du breton plus dans nos festivals, dans notre été, dans notre hiver, toujours et partout. En tout cas, par rapport au lieu, au site, je vois à quel point l'Irlande, elle, s'est investie autour de Game of Thrones, que j'évoquais tout à l'heure, avec une propagande touristique, mais vraiment importante, et des moyens d'action considérables. Et j'aimerais encore passer la parole tout à l'heure à Charles Kerger-Rabat, mais juste avant, j'ai un mot encore à demander à notre ami du Pays de Galles. L'Interceltique, un festival comme l'Interceltique à Lorient, avec l'impact qu'il a en Bretagne, qu'il a au-delà de la Bretagne et en France. Est-ce qu'au Pays de Galles, il est ressenti avec une certaine intensité? Est-ce qu'au Pays de Galles, les gens s'informent, sont informés, sont tenus au courant de l'évolution et de la force d'un festival comme celui de Lorient? Je pense un peu. Comme je pense Aline l'a dit tout à l'heure, le problème pour nous, c'est que Lorient a toujours lieu la même semaine qu'à l'Eisteddfod. Donc tous les Gallois qui, normalement, je pense, viendraient ici, ils sont tous en train de faire la fête, de s'amuser dans l'Eisteddfod, de chanter, de tout ce que vous voulez. Donc ça c'est pour nous, c'est toujours une difficulté. Ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est vraiment l'envergure de la présence galloise et le fait que le Premier ministre soit venu et il a vu, je pense que lui, il était impressionné, mais vraiment très impressionné. Donc, je pense aussi le partenariat qui commence à être mis en place entre l'Eisteddfod et Lorient. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait vraiment
donner plus d'envergure à l'Orient au Pays de Galles. Et la dernière chose, c'est qu'il y aura une émission sur SPDREC. C'est 1 heure sur l'Orient. Donc, encore une fois, des choses comme ça, petit à petit. Là, déjà, on est à 48e. Donc, je pense que